C'est l'heure du tribunal de l'actualité à Kaya dans le centre-nord et dans plusieurs autres villes du Burkina. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Ofava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Et pour cette dernière audience du tribunal de l'actualité, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'intensification de la lutte contre la corruption pour 2024 annoncée par le chef de l'État dans son adresse de fin d'année à la nation. En seconde partie d'émission, il sera question du communiqué du gouvernement en réponse à celui de la CEDEAO dénonçant des réquisitions dans le pays. Et enfin, nous parlerons du Tchad avec la désignation de Success Masra à la tête du gouvernement tchadien. Et voici donc le menu de cette audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci Président. Ce qui retient notre attention, c'est le débat soulevé par la question de la chanson en hommage aux étalons pour la CAN suite à l'écrit sur Facebook de journaliste sportif Lassina Sawargo Dilas, qui suscite beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires. Il y en a qui sont pas allés du dos de la cuillère, qui en veulent à l'État de ne pas soutenir les artistes, parce qu'il y en a qui ont chanté l'État ne les a pas soutenus et tout et tout. Bon, de l'État, je ne sais pas à qui réellement on fait allusion, parce qu'on a un État qui a beaucoup à faire et dans ce contexte terroriste et tout. Ailleurs, ces questions d'artistes ne relèvent même pas. L'État facilite les choses, mais c'est beaucoup plus des mécènes que sur les gens comptent. Et pour les mécènes, c'est des gens qui peuvent aller les voir, qui portent un projet d'envergure. Ça suppose qu'on a des managers d'entrain qui y pensent. À défaut, et la Fédé elle-même peut s'impliquer dans la recherche de mécènes pour financer des chansons qui galvanisent le 11 national. Mais notre fédération actuelle n'a pas le temps pour ça. La fédération, depuis la crise, est-ce qu'on a entendu le même communiqué du comité exécutif qui dit, bon, écoutez, on soutient le président qui s'est resté, personne ne parle. La fédération est occupée à autre chose. Sur son boulot d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit le système du football est un système arnaque. On compte sur l'État pour tout faire, mais une fédé qui est là, qui à la fin ne fait rien, mais qui récolte les lauriers. Là, il faut avoir le courage de le dire. Donc, s'attendre à ce qu'un gouvernement, le ministre de la Culture, des Sports et tout, s'en occupe, alors qu'il y a une fédération burkinabé du football. Ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Notre fédération devrait avoir la capacité de mobiliser des ressources pour la promotion du football, pour les questions de construction, réflexion de stade et tout. Arriver à faire en sorte que des mécènes, des gens du privé s'intéressent au football, c'est du business. Et ça demande une fédération qui a de la vision et qui n'est pas dans les questions d'intérêt personnel. Mais nous sommes dans des questions d'intérêt personnel. Donc, demander à l'État encore de revenir pour des chansons en soutien aux étalons, bon, excusez-moi, c'est un débat qui est passionnant, mais je pense que c'est trop demandé. Parfois, on se trompe d'interlocuteur. Ça, de mon point de vue, la question de la culture, du sport et autres, vous regardez, c'est des mécènes, c'est de gros sponsors. Regardez les pubs. On ne voit pas le logo d'un gouvernement là-bas. C'est des entreprises, ce sont des mécènes, parfois c'est des gens de l'ombre qui financent. On ne sait même pas que tel album, tel tube qui est sorti pour telle équipe, c'est tel homme d'affaires qui a financé. Souvent on ne dit même pas son nom. Mais ça demande que des gens aillent le voir avec un projet porteur, soit l'équipe de l'artiste lui-même, ou bien la fédération qui dit, bon, nous avons aussi besoin de chansons pour galvaniser le 11 national. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? En retour, voilà ce qu'on peut faire. Mais on n'est pas à ça. Quand 98, les artistes y sont mis parce qu'on accueillait la CAN. Il y a eu des accompagnements, tout et tout, pour certains, pour d'autres, non. Mais quoi qu'il en soit, on accueillait la CAN, c'était une ferveur nationale. Mais après ça, donc je pense qu'il y a à regarder aussi et à interroger.
Donc, maintenant, après, il y a un consommateur final. Vous sortez une chanson pour la CAN. Puisque si vous êtes un artiste, vous mettez de l'argent pour produire un morceau pour la CAN, une chanson pour la CAN, et que ce n'est pas consommé. Le retour sur investissement, l'en fait comment? Après ça, c'est du business. Il ne faut pas qu'on se flatte. L'artiste ne chante pas, il vit de son art. Donc, quand on demande souvent à un artiste musicien, après la musique, vous faites quoi d'autre? Alors qu'ailleurs, c'est toute une industrie pour un seul artiste. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire à ce niveau en matière de culture, en matière de sport. On a un problème de mécènes. Et l'assiette publicitaire aussi, elle est faible, elle est très mince pour financer les clubs, financer la Fédé, soutenir et revenir encore financer jusqu'au stade artiste. Les entreprises aussi se cherchent. Donc, c'est un débat de fond qu'il faut poser, et c'est le soutien de notre sport de façon générale, jusqu'à l'artiste. Les gens ne vont même pas au stade pour suivre le championnat. Donc vous pensez qu'un artiste va produire une chanson pour les Italiens, quelqu'un va encore avoir écouter? Non. C'est vrai qu'on leur reproche aux Italiens de chanter leur victoire avec une musique ivoirienne. Mais le débat, c'est pas seulement ça. Il y a un autre débat de fond. Donc je pense qu'il y a à enlever la passion, regarder les choses avec suffisamment de sérénité et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et au Burkina, il y a des mécènes qui peuvent financer notre football. Il suffit d'aller les chercher là où ils se trouvent. Et pour le faire, on a besoin d'une fédé qui soit sereine. Alors qu'elle est là, notre fédé là, son objectif c'est pouvoir aller à la CAN. Et puis revenir, je ne sais pas, avec auquel aime tout, je ne sais pas. Comme nos ambitions, souvent, c'est toujours de dire quart de finale. J'entendais le président Bansé dire que l'objectif était de nous qualifier pour la CAN. Il dit, président, on me dit ça. Parce que quelqu'un avait dit que c'était de nous envoyer en demi-finale, on s'est fâché. Si vous dites que l'objectif du Bévelu, c'est de nous envoyer, de nous qualifier, peut-être que ça fait flop, mais je ne pense pas que ce soit réellement ce qui était dans la tête du président. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un trophée. Donc, la fédération aujourd'hui a des problèmes pour s'occuper de ces questions-là. Conséquences, ça soulève de la passion, mais il faut qu'on regarde les choses avec suffisamment de sérénité. C'est pourquoi il faut savoir mettre l'homme qu'il faut à la place où il faut, et puis les livres vont bouger. Merci, juge Bernard Bougma. Juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Wow, merci. Je suis pas d'accord avec ce que Bernard a dit, mais c'est l'avant-propos. Et c'est la partie du tribunal de l'actualité où on est entièrement sirène dans ce qu'on dit, pour pas de la contradiction. Mais j'espère que ça va venir en débat. Mon avant-propos, ça va concerner la BNSP, Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui comme chaque année fait ses points. Et on se rend compte que pour cette année, c'est en termes d'accidents de la circulation, c'est 11 918. Et il y a beaucoup qui sont relevés, les questions de secours, incendie et tout. Mais c'est 553 décès. Et quand vous regardez aussi, il y a le point des périodes un peu difficiles, comme on connaît les fins d'année. Et malgré tous les conseils qu'on donne, on se retrouve toujours avec un nombre élevé d'accidents et aussi de décès, que ce soit dans les villes comme Ouagadougou, Boubou, Dioulasso et les autres grandes villes. Donc c'est un point traditionnel, mais ce qui est bien quand on regarde, les interventions, elles ont diminué. Et puis aussi les décès aussi ont diminué. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de présence maintenant dans chacun de nos actes, parce que même quand vous prenez la question des eau, gaz, électricité qui demandent des interventions, ils sont à 2. La question des alertes motivées, tout ça, il y a vraiment une régression. Mais il y a un point qui moi m'a marqué, c'est pour cela que je le prends en avant-propos. Il parle de la ligne 18, je crois. Je pense que faudrait pas que je me trompe. Je pense que c'est la ligne 18 sur laquelle ils ont lancé un cri de cœur, et pour moi c'est vraiment important. Comment on peut se retrouver avec 6000 appels par jour, et dans les 6000 appels il y a 50 appels seulement en gros qui sont fondés? C'est dire, est-ce que vous pouvez imaginer 6000 appels par jour, des gens qui ont à gérer les urgences? Donc quand on les appelle, c'est pour des urgences. Mais il y a plus de 5950 fake, des gens qui s'amusent. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça ne facilite pas leur travail. Et dans tous ces cas-là, après, c'est nous encore qui appellerons dans les émissions à expression directe pour dire on les connaît, quand on les appelle, ils ne viennent jamais à l'heure. Eh bien, ils prennent du temps avant de venir. Mais quelqu'un qui va traiter 6000 requêtes, et dans les 6000 requêtes, il y a 50 seulement qui sont vraies. Vous voulez qu'il soit efficace comment?
Et moi, je pense vraiment à eux. Je leur dis beaucoup de courage, parce qu'on les a vus comme chaque année. Hein. On les voit à des moments où on a vraiment besoin d'eux, ils sont là. Et on sait, ils ont regardé, comme ils disent, les zones accidentogènes, et ils ont pris des dispositions aussi pour pouvoir intervenir très rapidement. En tout cas, beaucoup de courage à eux. Et si c'est dans ce contexte-là, nous, on ne se rend pas service en continuant comme ça de harceler, d'inonder une ligne et ses extensions qui sont seulement que pour les secours. Et pour moi, c'est vraiment un cri de cœur, c'est un appel. Merci, monsieur le juge, pour ces avant-propos. Dans son message de Nouvel An, le chef de l'État a appelé les Burkinabés à pleinement s'engager dans la lutte contre la corruption. En effet, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours, a signifié que le phénomène de la corruption a perduré durant l'année 2023. Juge Bernard Boukma, que pensez-vous de cet état de fait? Oui, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce qu'on est dans un système vieux depuis très longtemps. Donc, c'est près de 3 décennies de système. Nous sommes toujours dans ce système-là de près de 3 décennies. Avec, en son temps, il n'y avait pas eu suffisamment de volonté politique de lutte contre la corruption. Je le dis pour 2 raisons. La première raison, Norbert Zongo avait à un moment donné dit qu'il allait même cesser d'écrire sur ces cas-là. Parce qu'il y a des cas de malversation, il y a des cas de détournement, il y a des cas de corruption, c'est avéré. Il publie. Les uns les autres, à dire à Blaise Compaoré, Norbert a encore écrit. Blaise dit, bon, il faut vérifier. Si c'est faux, s'il a diffamé, vous l'arrêtez. Si c'est vrai, vous le laissez tranquille. Bon, les émissaires viennent dire, monsieur le président, malheureusement, ce que Norbert a écrit, c'est vrai. Et il y a même pire que ça, il n'a pas tout écrit. Parce qu'il dit que lui, il n'écrit, ce qu'il écrit ne vaut même pas le 10e de ce qu'il savait. Pour des questions, voilà. Donc, et quand il le fait, bon, ce que le système faisait, c'est de changer la personne. Mais quelques mois après, vous retrouvez cette même personne promue à un poste parfois même plus costaud, plus élevé, avec suffisamment d'enjeux pour continuer, à refaire les mêmes choses. Donc après, il se posait la question, finalement, moi j'écris pourquoi. Donc, premier fait. Donc, il y a de la dénonciation. Et il y a des faits. Ce n'est pas jugé, c'est tout. Vous, seulement, on vous saute et après, on vous renvoie dans un autre poste. Ça, c'est constat. Et ce constat, c'est en même temps en hommage à tous ceux qui font du journalisme d'investigation. Il y a plein de dossiers comme ça, comme Norbert l'a dit, qui n'ont pas bougé. Le deuxième état de fait, c'est quand le RENLAC a commencé à publier ses rapports. Le président Compaoré lui-même avait dit en son temps qu'il ne pense pas que le RENLAC soit un organisme suffisamment sérieux pour dire qu'il y a de la corruption au Burkina. Que la preuve, les organisations internationales crédibles ne le disent pas. Conséquence, ça veut dire que le RENLAC, bon, à l'échelle nationale, bon, je pense que c'est des gens qui se chatouillent, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas pris l'affaire au sérieux. Mais est-ce qu'il n'était pas conscient? Je ne pense pas. Il était conscient naturellement qu'il y a des gens qui puisent quelque part. Peut-être qu'il n'a pas voulu. C'est pourquoi je pointe du doigt la question de la volonté politique. On est resté dans ça, dans ce même système, on est resté dans ce même système jusqu'à la transition de 2014-2015, qui a tenté de faire ce qu'elle pouvait, en renforçant le dispositif légal et en mettant en place des organes qui ont relu les textes de la SELC et qui a donné suffisamment de force à la SELC. Mais voyez-vous que là aussi, ça piétine. Il y a des gens qui ont été recrutés depuis 2022, je vous dis. 2022. Pour être employés à l'ARCEP. Ils n'ont pas encore officiellement pris fonction. J'ai dit 2022. Nous sommes en combien? 2024. 2 ans. Ils doivent aller à la SELC. Pardon, j'ai dit à SELC. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas encore allés. Bon, toute la dernière info que nous avons, ils ont été appelés. Maintenant, il faut faire une prestation de serment. Donc, toutes les étapes n'ont pas encore été... Non, il faut d'abord il faut que ce soit validé en conseil des ministres, prestation de serment, et revenir maintenant commencer le boulot. On est parti encore pour combien de temps? 2022. Il y a une autre équipe qui a été recrutée en 2023. Ces messieurs aussi, ces personnes aussi sont là. Toujours à la SELC. Pour la SELC. Donc l'équipe de 2022
n'a pas encore commencé à travailler. L'équipe de 2023 non plus. Dans ces conditions-là, si ces messieurs-là gagnent une responsabilité ailleurs, vous pensez qu'ils vont rester? Non. Ça, c'est la faute à qui? Donc, il y a un problème. Je parle même pas des organes, des problèmes financiers. Les seuls moments où le budget de la SULC a crevé, le milliard, et puis on a regardé, vous vous rendez compte que la grosse partie, c'était pour la construction du siège. Tout le reste, là, c'est pour le personnel et tout. Donc, il y a un problème de ressources, un problème de moyens. Et donc, j'ai dit, il y a un problème de volonté politique manifeste. Ça, au moins, c'est clair. Ce qui fait que la SULC n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire son travail. Sinon, la loi a quand même facilité. Et ce qui a fait que, voyez-vous, que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des journalistes d'investigation, il y a plusieurs autres personnalités au profil différent, dont les journalistes d'investigation là-dedans. Le tout premier, c'était Germain Bitou-Nama qui a fini son mandat, est remplacé aujourd'hui par Bourema Ouedraogo. Donc, ça, c'est voulu. Donc, sur le plan du dispositif légal, des textes, je pense qu'il y a une avancée qui a été faite. Il reste maintenant l'opérationnalisation sur le terrain. Donc, en termes d'hommes et en termes de ressources financières à mettre pour faire le travail. Maintenant, j'ai dit, c'est pas étonnant parce que ça ne bouge pas. Pas étonnant aussi parce que le système, il est vieux. Et la seule volonté d'un capitaine à la tête d'un pays en quelques un an, sa seule volonté, c'est pas suffisant pour secouer suffisamment le cocotier. Donc, il y a ces raisons-là. Et puis, il y a d'autres entités qui doivent aussi donner l'exemple en matière de gestion transparente. L'étonnement est aussi lié au contexte de transition avec la situation que nous connaissons, où nous avons besoin d'argent, où on se dit qu'on est à l'union. Non, ce que vous dites est vrai. Les actions à poser, c'est pour qu'il n'y ait plus, peut-être entre griffes, de nouveaux cas de corruption. C'est-à-dire des mesures dissuasives pour résorber le phénomène. Sinon aussi, c'est ce qui est déjà fait, constitué, livré à partir des enquêtes, dûment identifié. Là, c'est une procédure judiciaire qui s'engage. Mais ça, ce n'est pas parce que vous tenez la personne, vous dites, bon, tu rembourses demain. C'est une procédure judiciaire. Si vous fautez même dans la forme, c'est fini. S'il y a une erreur même de la forme là, en justice on dit la forme tient le fond à l'État. S'il y a un problème de forme, c'est fini là. Vous ne tenez plus la personne, vous voyez vos sous, vous voyez la personne, vous faites comment pour récupérer. Puis on ne peut pas aller attraper, coincer le cou et puis prendre. Donc, pour ce qui est déjà fait, constitué, dont des enquêtes ont prouvé, ou bien la presse d'investigation a levé les lièvres. Il reste maintenant que la procédure d'enquête aboutisse. Ça, c'est une procédure judiciaire qui commence. Mais maintenant, les opérations, les actions fortes pour dissuader et le corrompu et le corrupteur, ça maintenant, c'est des actions à poser. En ce moment, vous avez un effet dissuasif. Attention, maintenant, là, les choses, on s'en suit, on te prend. En ce moment, chacun commence à faire attention. Là, vous commencez à résorber le phénomène. En attendant d'instruire les dossiers qui sont déjà connus. C'est de ça que je parle, quoi. Alors, juge Ofava, c'est le chef de l'État lui-même qui fait le conseil, qui le dit dans son adresse à la nation dimanche dernier. Le phénomène de la corruption a perduré en 2023 et pour 2024, il annonce le lancement de la machine de la lutte contre la corruption. Ça, c'est bien. Parce que moi, je me rappelle déjà de... Je me disais, c'était décembre, c'était le RENLAC, parce que Bernard parlait du RENLAC. Quand même, quand on parle de lutte contre la corruption, c'est ce qu'on a des institutions engagées ici, avait posé pour moi une thématique qui était très intéressante. C'est la question du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et quand on regarde, selon l'indice synthétique de perception de la corruption, qui est un indicateur très intéressant, quand on prend de 2016 à 2021, ils disent qu'on a eu près de 30 points de personnes de 41 à 71 pour dire qu'il y a une aggravation de cette réalité-là, qu'est la corruption, et donc perçue notamment par les populations. Et dans ce cas de figure, ça nous met, nous, le Burkina, parmi les pays où le financement du terrorisme est plus facile, à travers des canaux qui permettent des blanchiments et autres. Mais ça, c'est le fait de la corruption. Ça, c'est le fait de la corruption. Donc, si on est dans une insécurité aujourd'hui caractérisée par un terrorisme qui nous prend à la gorge, si on n'arrive pas à fermer tout ce qu'ils ont
comme moyen d'approvisionnement financier, en biens et autres, c'est qu'on n'a pas encore compris comment est-ce qu'on va aller, on pourra terminer cette guerre-là. Donc ça aussi, c'est un front à prendre au sérieux. Mais quand on veut le prendre au sérieux, il faut le prendre au sérieux dans toute sa mesure. Il ne faudrait pas que ce soit aussi le moment de règlement de compte ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que ce soit ciblé. Le juge Bernard Bougma parlait de manque de volonté politique. Il y a une volonté en tout cas qui vient d'être affichée par le président. Maintenant, c'est ce que je dis, il faudrait qu'il n'y ait pas de... C'est-à-dire que le bâton ne choisisse pas. Il n'y a pas de sélection. Je crois que c'est un peu ça aussi, quelquefois la sincérité de certaines démarches. Sinon, 2023, on a vu des audits qui ont été faits. 16 milliards, nous disait-on, qui était difficile à justifier. Quand on prenait audit présidence, audit Assemblée législative, est-ce que c'était quoi? Assemblée nationale. Et puis il y avait un troisième, je sais pas, c'était même la primature, voilà. C'est ce que ça avait donné. Et quand on regardait dans le panier, ce qui avait nourri ces milliards-là, pour lesquels il y avait des problèmes, c'est quoi? C'est sur les questions de carburant, des missions fictives, beaucoup d'éléments de ce genre-là. Ou bien des marchés aussi passés pas dans les règles. Donc c'est des éléments de corruption. On a des audits, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Pour vous, il faut commencer par ces audits-là dont on a eu les résultats déjà. Non, pas que. Les audits, on les a depuis. Même, vous oubliez quelque chose. Même sous Damiba, sous ma mémoire est bonne. Même défense et sécurité. Bernard Bougma, si je me trompe, vous me rappelez ça. Il y a eu un audit, défense et sécurité. Exact. C'était même, ça avait été, est-ce que c'est pas par la SULC? Il y a eu, je pense, un rapport qui a été fait. Mais quand c'est en la matière, on fait un rapport, on envoie pour que vous puissiez, les concernés, faire aussi des comment on appelle ça, des contributions ou amendements. Et puis après, on le ressort. Mais je me rappelle aussi en son temps d'un article de Libre Info qui se posait la question de savoir pourquoi est-ce que comment on appelle ça, celui qui était à la tête de la SLC en son temps n'a pas fait le travail jusqu'au bout, puis il est parti. Général. Voilà, pourquoi il n'a pas fait le travail jusqu'au bout, il est parti. Parce que je rappelle encore l'article, quand on regardait dedans, selon certains qui auraient travaillé à cela, il y avait des éléments assez sensibles. Si ça sortait, ça allait être un peu difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de dépôt de mesure. Il n'y a pas de sensibilité ou de gants à prendre avec ceux qui s'amusent avec l'argent de l'État. Fût-il en treillis ou en col blanc, civil, cravate, veste. C'est comme ça que ou bien Faso Dafani, parce que même ils portent ça aussi. Donc, c'est ce que je veux dire. Il faudrait que la dynamique là soit une dynamique qui soit sincère. Et comme ça met tout le monde au pas. Parce que l'enjeu, et je reviens à ce que je disais au départ, et que le Rennes là qui avait posé et qui est très intéressant, et sur lequel il faut vraiment, vraiment, pour moi, être très prudent, c'est que on est dans une situation où on fait le jeu en même temps du terrorisme sans le savoir, avec cette corruption-là qui a atteint un niveau qui est très élevé. Alors, juge Bernard Bougma, la machine de la lutte contre la corruption en 2024 est lancée, dixit le chef de l'État himself. Mais pour vous, quels doivent être les différents chantiers ou les priorités de cette machine-là? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez différents chantiers. Il y a d'abord à instruire les vieux dossiers. Il y a des dossiers symboles dans les placards. Il y a à instruire les vieux dossiers. Si ces vieux dossiers sont instruits, pendant que c'est jugé, ça crée en même temps, j'ai dit, un effet de dissuasion. Mais on fait de nouveaux rapports. On épingle de nouvelles personnes pour ajouter à la longue liste de personnalités épinglées dans les cas de corruption. Le juge Geoffroy Vara faisait tout à l'heure référence aux différents rapports d'audit que nous avons eus sur des institutions telles que la primature. Il y en a à l'appel, même sous le président Blaise Compaoré, il y a des gens qui ont abandonné leur poste pour revenir reprendre devant la justice. La justice ne s'en est même pas occupée. Donc, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui cherchent à ce que le dossier soit vidé pour qu'elle puisse dormir en paix, ou bien se balader sans qu'on l'indexe de ces soupçons-là. Elles sont très nombreuses. Depuis Blaise Compaoré, il y a plein de dossiers comme ça.
Sous le président Kaboré, il y en a eu. Sous la transition de 2014-2015, il y en a eu. Il y a plein qui ont été jugés, on est d'accord. Mais il y a de nouveaux rapports qui viennent s'ajouter aux anciens rapports qui ne sont pas instruits. Alors qu'il faut commencer à vider les placards. Ce n'est pas seulement qu'au niveau des crimes de sang qu'il y a des vieux dossiers. Au niveau des crimes économiques, il y en a plein. Il faut commencer à vider les placards petit à petit. L'effet de dissuasion ne vient pas venir naturellement par ça. Donc vous allez faire autant de rapports, on est d'accord. Mais on va jusqu'à quel niveau? C'est ça la réalité. Mais maintenant, si on commence à vider ces dossiers et on crée de la dissuasion, et la dématérialisation également fait que par moment, comme le liquide circule moins, ça peut contribuer à résorber. Mais avant tout, il y a de la volonté et un exemple, je dis bien, à donner. Un exemple à donner parce que le chef de l'État, à sa prise de fonction, a même dit qu'on a des officiers supérieurs milliardaires. Effectivement, il y en a qui sont dans les mines, qui sont dans les hydrocarbures, qui sont parfois dans les BTP et qui font la concurrence aux civils entrepreneurs dans ce domaine-là. Qu'un militaire soit entrepreneur et tout, c'est pas un problème. Il dépose le treillis, il s'occupe de ses affaires. Ailleurs, il y a des reconversions comme ça bien réussies. Mais vous êtes un officier supérieur. Un officier supérieur coûte déjà cher à la nation. Il part encore en concurrence déloyale avec ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comme lui, c'est un officier, il a suffisamment d'avantages et de facilités. Et lui n'est pas épinglé, n'est jamais épinglé. Parmi les personnes qu'on prend, il n'y a que les cossack cravates qu'on prend. Les civils qu'on prend comme cas de malversation. Les hauts gradés qui ont géré des institutions de renom où il y a eu des malversations, on n'en parle pas. Alors qu'il y en a plein. Donc, il y a un exemple aussi qu'une entité doit donner. Et c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui, alors qu'elle accuse le politique de tous les péchés. Est-ce que là où... Et là, il y a un ordinateur de l'audit qui est perdu. Donc, il n'y a plus d'ordinateur sur le marché. 2, les personnes qui ont été auditées là ne sont plus là pour revenir. Donc, comme un ordinateur est fini, est perdu, comme par enchantement, le dossier est mort. Parce que le dossier du contrôleur a été volé et c'est fini. Mais ceux qui sont dans le domaine de l'informatique savent que pour la conservation, vous ne conservez pas toutes les données dans une même base, c'est pas possible. Je ne comprends pas. On a tous des ordis. Après, vous avez un disque dur avec des copies des éléments essentiels. Il y en a qui les conservent aujourd'hui, et puis aujourd'hui avec le numérique, tout est même possible. Via mail, il y a tellement de possibilités de conservation d'archives. Qu'on me dise qu'un contrôleur de l'État a perdu son ordi et tout est fini, moi je me pose des questions. Et à partir de là, on n'en a plus entendu parler. Est-ce qu'au-delà de la volonté politique, il n'y a pas le levier judiciaire aussi qui doit accompagner? Oui, la volonté politique, c'est ça. Le Conseil supérieur de la magistrature, je vous ai dit que vit sous le financement de l'État du Burkina. C'est sur le budget, le ministère de la Justice qui part plaider devant son homologue de l'économie et des finances qui donne un peu pour le boulot. Si vous n'avez pas assez de ressources, vous instruisez ça comment? N'oubliez pas que pour les questions de corruption, de détournement, de blanchiment, pour les enquêtes, ça coûte cher. Parfois, il y a des moments où il faut faire appel à des expertises nationales, à des expertises privées. Voilà. Parce que si vous entrez dans le domaine, parce que ça va demander souvent des investigations numériques. Ça demande un autre niveau de qualification que parfois il faut aller chercher dans le privé. Et c'est une facture. La volonté politique, c'est tout ça. Si vous ne donnez pas suffisamment de ressources pour faire, vous allez finalement dire oui, vous voulez lutter contre la corruption. Mais les enquêteurs déposent. Le contrôleur général de l'État, d'ailleurs, le recrutement a été lancé, vient déposer la facture pour l'investigation. Vous prenez, vous regardez, d'accord, ok. Bon, on regarde et puis on revient. Prenez vous ranger parce que la priorité actuellement là, c'est pas cette facture. Quand je dis volonté politique, il y a tout ça dedans. Sinon, ça ne va pas suffire. Le juge, oui, il veut instruire, mais si pour l'investigation, il a besoin de moyens, c'est compliqué. Quand l'État a lancé la contre-expertise dans le dossier charbon fin, à partir du rapport d'expertise de la mine, l'État a demandé une contre-expertise. Qui a payé la facture de la contre-expertise? L'État, nous supposons que c'est l'État, bien sûr. Non. C'est la mine qui a payé. Il faut vous renseigner. Si mes informations sont exactes, c'est Sakanel qui a payé pour que le rapport d'expert, pour que l'expert commis par l'État fasse son travail. Renseignez-vous. Je peux me tromper. Donc vous pouvez confirmer ou infirmer ce que j'ai dit.
Mais des sources disent que c'est la mine qui a financé. L'État dit nous, on n'a pas les moyens. On demande une contre-expertise. Voilà l'expert indépendant qui est là, mais voilà la facture. Et c'est combien? Donc la réalité, c'est ça. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources à la hauteur de nos ambitions pour la lutte contre la corruption? Ça, c'est un. Et deuxièmement, est-ce qu'on a réellement la volonté d'y aller en fonction des ressources également et des défis qu'on a? En fait, c'est compliqué. Et j'ai dit, le système, il est vieux de près de 3 décennies. Plus maintenant, plus de 3 décennies. Parce que c'est après la révolution, Blaise a fait 27 ans. Après, le président Kaboré a fait 6 ans. 27 plus 6, ça fait combien? Plus les 1 an de notre transition, ajouté maintenant aux 8 mois de Damiba. Donc, c'est un système qui est vieux même de près de 4 décennies maintenant. Donc, vous ne pouvez pas quitter là-dedans comme ça, très facilement. Ah non, en un temps record, ça va être très compliqué. Donc, ça va demander un travail de fond, mais de la ressource aussi à mobiliser, humaine et financière. Sinon, ce n'est pas possible. Et avec vous, juge Geoffroy Baha, on passe au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à travers un communiqué, a dénoncé des réquisitions au Burkina Faso. Elle a par conséquent appelé à la libération immédiate de ces derniers. Juge Geoffroy Baha, quelle est votre analyse par rapport à ce communiqué de la CEDEAO déjà? Bon, le communiqué de la CEDEAO n'est pas une surprise. Si elle fait la lecture du caractère sélectif de certaines dans la réquisition et aussi de se retrouver dans un cas où leur revient un certain nombre d'éléments et ils ont des valeurs qui sont défendues. Je pense que c'est des éléments que nous-mêmes aussi avons signés. Donc pour moi, quand je regarde, ce n'est pas une surprise comment dire cela, ce rappel et cette interpellation. C'est dans le jeu naturel, la CEDEAO dans son rapport avec certains pays où ils estiment qu'il y a quelquefois certains problèmes, où ils estiment au regard de leur lecture qu'il y a des choses qui ne se font pas comme cela devrait se faire. Et donc, c'est des interpellations qui ne surprennent pas. Mais déjà par rapport à ce communiqué, d'aucuns en veulent à la CEDEAO et trouvent que c'est du 2 poids 2 mesures car les réquisitions ne datent pas de maintenant. Pourquoi communiquer maintenant à cette date-là? Bon, moi, les 2 poids 2 mesures, je ne comprends pas forcément. Parce que c'est la réquisition qui est posée ici comme en débat ici par la commission de la CEDEAO. Vous avez dit ce que vous voulez, même chez nous en interne. C'est encore un débat, parce que même dans la réquisition, certains disent c'est 2 poids 2 mesures, il y a un ciblage. Donc, du coup, ce débat-là, ça peut revenir. Maintenant, peut-être, c'est que on se rend compte qu'il y a maintenant un politique, et notamment à Blasé Ouédraogo, qui était cité parmi ceux qui avaient été réquisitionnés, qui a été arrêté, et quelques temps après, bon, on a cette sortie-là, certains font un peu le lien, qui se disent, bon, parce que maintenant, et là, ils ne le disent pas, ils ne le cachent pas, donc, certains se disent, bon, comme ça touche maintenant cette catégorie-là de choses-là, de citoyens, voilà que la CEDEAO vient. Oui, mais je pense qu'il y a un problème qui est posé, c'est celui d'abord de la réquisition. Maintenant, je dis, à partir du moment où ça fait même débat ici en interne, il faut comprendre que, il y a cette lecture-là aussi qui soit faite par la CEDEAO. Même quand on parle de justice, on a vu 2 décisions qui ont été données sur cette affaire-là. Et on comprend la dernière aussi. Donc, vous comprenez. Alors, juge Bernard Boukma, je vous retourne la même question. Il y a des personnes qui en veulent un peu à ce communiqué de la CEDEAO, qui estiment qu'il y a du 2 poids 2 mesures, car elle sort maintenant alors que les réquisitions ne datent pas de maintenant. Il y a des civils qui étaient au front depuis longtemps. Oui, bon, je comprends en partie leur inquiétude, leur préoccupation. Parce que bon, on a une CEDEAO aussi qui est en retard, qui n'est pas en phase sur un certain nombre de choses, sur lesquelles on l'attendait tout de même. Bon, le Bamako a repris Kidal, ça valait un minimum un communiqué de félicitations quand même, de mon point de vue. Parce que c'est toute une localité symbole. Rien. Un silence radio. Bon, nous, dans notre contexte, attendre également à ce qu'on nous jette des fleurs, de part et d'autre, ça ne viendra pas. C'est pourquoi j'ai dit, ce que vous avez à faire, il faut le faire. Les félicitations ne viendront pas à tout moment. Ça peut même pas venir. Donc, occupons-nous de notre situation comme nous voulons ou comme nous pouvons et cessons d'attendre des lauriers. Les gens ne vont pas nous tisser des lauriers, ça ne viendra pas.
Jamais. Surtout que certains ne partagent pas l'option prise par Ouagadougou. Maintenant, évidemment, les réquisitions ont été lancées. Les premières réquisitions même ont été illégales. Je ne parle même pas du fait, avant même que la loi ne soit là. Elles ont été faites avant même que la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde ne soit adoptée. La CEDEAO n'a rien dit. C'était d'abord les signaux. C'était silence radio. Ensuite, la loi a été adoptée. Les réquisitions ont commencé à aller. Les uns et les autres ont commencé à dire ça ressemble à la réquisition sanction. Silence radio. Bon. Après, le juge a tranché. Silence radio toujours. Mais on a l'impression maintenant que c'est parce qu'il y a un homme politique qui a été pris que la CEDEAO se réveille par enchantement. Ce n'est pas forcément, son temps n'est pas le temps des uns et les autres, mais c'est la lecture que la CEDEAO laisse voir. Et c'est ça qui tronque. Sinon, elle est dans son rôle d'interpeller quand il y a manifestement violation des droits humains, violation des libertés d'expression. Ça, il n'y a rien à faire. Sur cette question, il n'y a pas de débat. Mais quand vous entendez un coup de feu dans un palais, on soupçonne que ces déstabilisations se soumettent lors rapidement de la CEDEAO sort un communiqué. Regardez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau il n'y a pas très longtemps. Dans l'espace de 2 heures, vous avez un communiqué de la CEDEAO qui condamne la tentative de prise de pouvoir. Mais pour le Burkina, je pense que sincèrement, elle a mis du temps. Laissant croire que c'est parce que certains ont été pris, les hommes politiques maintenant ont commencé à être inquiétés parce qu'il y a eu d'abord ceux du MPP, ensuite le cas Ablacé. C'est vrai que le chroniqueur, on oublie que le chroniqueur Issa Kalengani aussi est un homme politique, ça il ne faut pas qu'on se voit à la face, c'est ça aussi. Donc, c'est ce que ça donne à voir, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est une organisation qui a ses principes de fonctionnement, qui a sa façon de faire. Donc il livre ses communiqués quand elle veut, comme elle veut. Et ceux qui ont fait le coup d'État sont mieux placés pour le savoir. Les réquisitions, naturellement, pour des questions de réquisition, ça porte atteinte à la liberté d'aller et venir. C'est pourquoi ils se sont accordés à donner un dispositif, un visage légal à ça, pour éviter de tomber sous le coup, effectivement, de violation manifeste de la loi et d'être exposé à des soupçons de torture et de tout. Bon, voilà. Donc, mais maintenant que le juge d'ailleurs a rétoqué ça, effectivement, ça relance le débat. Sinon, la CEDEAO est réellement dans son rôle de pouvoir le faire. Et c'est normal, c'est même bien d'interpeller. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, c'est trop tard pour le faire. Donc, que ce soit tard, que ce soit maintenant, que ce soit parce que les hommes politiques sont enrôlés, je pense que si on veut regarder les choses également avec suffisamment de recul et de responsabilité, on pourra se dire, bon, quoi qu'il en soit, il y a une vérité dedans. Et justement, la réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre, juge Ofavara. Le gouvernement burkinabé qui a déploré une appréciation infondée, inconséquente et incongrue de la CEDEAO. Mais part d'abord sur, je pense, ce qui le heurte en premier, c'est l'appréciation sur l'évolution de la situation sécuritaire. Elle dit qu'elle va dégradant. C'est ce que la CEDEAO dit. Et donc, le gouvernement qui rappelle que déjà, c'est une perception très tronquée de la réalité que le gouvernement sait sur le théâtre des opérations. Et ils le rappellent eux-mêmes. Ils parlent de cette avancée héroïque que nous avons sur le terrain et tout. Et donc, ils ont comme l'impression que c'est une CEDEAO qui est en train de vouloir plutôt saper le moral, qui est en train de vouloir ternir peut-être des résultats qui sont probants et qui devraient sauter à l'œil. Et donc, et quand vous voyez le déroulé de la réponse, c'est d'abord le premier point, avant même de revenir à la question des réquisitions. Alors que quand vous lisez le document de la CEDEAO, je crois que la CEDEAO évoque la question des résultats sur le terrain avant de dire qu'ils sont prêts à accompagner et à aider. Mais le premier point qui est vraiment le motif du communiqué, c'est d'abord les réquisitions. Mais la réponse commence plutôt par ce constat-là.
Donc on comprend clairement que c'est le premier point qui a déjà heurté nos autorités. Et donc la réponse là-dessus, elle a été très, très directe. Plus que direct même d'ailleurs, parce que lorsqu'on parle d'incongruité, une appréciation infondée, inconséquente et incongrue, c'est des mots qui sont en tout cas assez dosés par rapport au communiqué même de la CEDEAO. Maintenant après, dans le communiqué, on revient sur la question de la réquisition, qui parle c'est-à-dire ils disent que la CEDEAO le prête des dérives liberticides alors qu'il n'en est rien, et que le caractère illégal et autres qui sont donnés, c'est pas ça la réalité. Mais vous voyez la réponse elle est bien longue, avec aussi toujours des pics ramenés à cette communauté, mais c'est symptomatique aussi des postures dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, parce que chaque fois qu'il y a les rencontres, nos pays sont pas, parce qu'on est suspendu, on n'y est pas, et on essaie aussi de défendre, quoi qu'on dise, les promesses sur le déroulé de la transition. On sait que le regard de la CEDEAO continue d'être toujours pesant, avec ce qu'on sait comme possibilité souvent de sanctions selon les évolutions des transitions dans la plupart de ces pays. Donc actuellement les postures ne sont pas si faciles, et cela transparaît dans les mots choisis, cela transparaît dans le discours qui est tenu et même dans la nature de la réponse qui est donnée. Maintenant, il y a un élément que Bernard disait qui pour moi est très important. Est-ce qu'il faut toujours répondre peut-être de la même façon? C'est la question que je pose. Et puis, deuxièmement, quand on regarde, est-ce qu'il faut s'ouvrir toujours ces fronts-là? Il ne faut pas s'en faire l'économie et quelquefois donner des éléments de réponse avec beaucoup plus, comment dire cela, en tenant beaucoup plus compte de ce qu'on soit toujours encore dans cet espace-là. Parce que sinon aussi on pourrait partir. D'accord. Ça aussi, c'est une décision qui dépend de nous. Tout à fait. Alors, juge Bernard Boukma, la réponse du gouvernement qui ne s'est pas fait attendre, le gouvernement burkinabé qui se dit désolé du silence de la CEDEAO sur les enjeux majeurs de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé qui déplore également une appréciation infondée, inconséquente et incongrue de la CEDEAO. Oui, mais bon, ça c'est, je ne sais pas quel commentaire je vais en faire, c'est le ressenti du gouvernement par rapport à une sortie qui l'énerve, il faut le dire comme ça. Ça c'est l'expression d'un ressentiment. Donc, et effectivement, il y a un gouvernement qui dit que nous faisons suffisamment d'efforts, on n'est pas soutenu conséquemment, c'est pas reconnu, c'est quand il y a des tâches noires que, voilà, ce n'est que sur ça que vous vous exprimez. Donc, j'ai dit c'est un peu cela. Maintenant, mais ce n'est pas la CEDEAO seule. Les Américains d'ailleurs avaient opéré une sortie aussi dans ce sens par rapport à ces questions de l'acquisition et tout. Mais bon, peut-être que ce communiqué va venir, ou moi ça m'a échappé, c'est peut-être que c'est sorti, mais ça m'a échappé. Mais pour revenir au cas de la CEDEAO, ça dit que c'est un gouvernement qui est manifestement irrité par le comportement de cette CEDEAO, qui devrait faire mieux en termes de soutien et tout. Souvent, la réalité, c'est que ne voyez pas seulement cette expression, ne voyez pas seulement le Burkina. Il faut voir en même temps les pays de l'AES. Parce que le Niger, j'ai dit bien, c'est un cas école. Le Niger a des soucis sur le plan économique. Les sanctions ne sont pas encore levées. C'est dans ces conditions d'ailleurs que le port de Cotonou a ouvert ses portes pour le Niger, et puis la Chambre de commerce dit non, on a des couloirs, on va toujours utiliser les mêmes couloirs, ne partez pas d'abord à Cotonou, puisque les sanctions économiques ne sont même pas encore levées. Alors que le combat même c'est pour ça. Donc aujourd'hui, contre le Niger, qu'est-ce qu'on peut? Bon, l'ONU a reconnu le pouvoir selon le principe de fonctionnement. Mais en même temps, est-ce qu'il faut continuer à faire subir au peuple du Niger une telle situation, sachant que Bazoum, même si aujourd'hui Bazoum est libre, il ne faut plus rêver de voir Bazoum à la présidence. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de réalisme à avoir? C'est ça. Et donc, le Burkina, en agissant, c'est qu'à un moment donné, on va nous poser la question de savoir où. Les élections, c'est quand exactement? La date s'approche. Nous sommes en 2024, la date s'approche. C'est sûr que c'est une CEDEAO aussi qui attend de nous entendre
sur ce que nous allons donner comme posture par rapport au processus électoral. Et la CEDEAO va apprécier. Ce n'est pas exclu qu'on ait des sanctions pour ça. Parce que parmi les 3 pays, nous n'avons pas encore été formellement sanctionnés. On m'appelle le 2e coup d'État. Sous Damiba, on n'a pas été sanctionné. D'un point de vue économique, je veux dire. Sous le plan, après le coup d'État d'Ibrahim Traoré, on n'a pas été sanctionné. Parce que l'engagement a été pris que tout va être respecté, tout, mais on n'a pas été sanctionné. Mais les 2 pays ont été sanctionnés. Donc, quand ce débat sur la question électorale, la date va sortir parce qu'on a pris des engagements vis-à-vis de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne sera pas sanctionné? Donc, naturellement, mais en même temps, je pense qu'il y a l'effet de dissuasion que nous sommes sur lequel le Burkina est en train de surfer par rapport à une telle situation. Mais on a tout de même une CEDEAO, juge Bahar, qui a aussi réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Burkina sur le plan sécuritaire pour un retour de la paix. Mais je pense que dans la réponse aussi du Burkina, on trouve insincère la démarche. Parce que un peu en avant, déjà, la CEDEAO et nos autorités ne sont pas alignées sur la perception de l'évolution de l'offre sur la question du terrorisme. Pour le Burkina, on est en train d'avancer et la CEDEAO ne le reconnaît pas. Donc quelqu'un qui veut venir t'aider sans être d'accord dans l'appréciation sur le problème que tu as, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même diagnostic, comment il t'aide? Ça devient un problème. Donc aujourd'hui, il faut se dire que, en tout cas, la posture aujourd'hui de nos autorités, ce n'est pas une posture de confiance vis-à-vis de la CEDEAO, ça c'est clair. Et c'est une CEDEAO dans laquelle, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, c'est une CEDEAO dans laquelle il voit encore une mainmise très forte, qui est la mainmise d'une entité pour laquelle elle a fait un combat. D'abord, pour essayer d'amoindrir son emprise dans leur espace. Et donc, ceux qui ne peuvent pas autre part, pour eux, ça continue à travers certaines institutions, dont, par exemple, la CEDEAO. Donc, tant qu'il y a, pour moi, cette façon de voir la chose, ça sera toujours difficile. Parce que derrière, il y a toujours la perception d'une France qui pèse en termes de décision et avec laquelle beaucoup de chefs d'État se sentent tellement à l'aise qu'ils ont le service et qu'ils continuent de rendre. Et tant que cette perception continuera, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra accepter de l'aide de quelqu'un dont on se dit que derrière il y a un bras qui est celui qu'on a déjà combattu et qu'on pense avoir été une partie du problème dans ce qu'on tente de régler aujourd'hui. Voilà le fond. Donc, dire qu'ils veulent aider, je ne pense pas que nos autorités aujourd'hui pensent de la sincérité de leur démarche. D'accord. Alors, juge Bernard Boukouma, avec vous, on va aller pour un dernier tour de table avec le dernier sujet qui avait été retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Rentré récemment d'exil, l'ancien opposant tchadien a été nommé Premier ministre du gouvernement tchadien. Hier, vous en avez tous les deux fait des avant-propos. Est-ce qu'il y a eu de l'étonnement par rapport à cette désignation de Succès Masra? Oui, naturellement. C'est vrai que les uns et les autres, parce que quand il est rentré, il y en a qui ne croyaient même. Quand il a annoncé son retour, il y en a qui n'ont pas cru. Et il est rentré, il y en a qui s'attendaient à ce qu'il soit cueilli même à l'aéroport, comme un fruit. Après, il a pu rentrer chez lui, ses éléments de langage laissaient percevoir un assoupissement, mais les uns et les autres n'avaient pas imaginé jusqu'à ce niveau. Mais après, quand il y a eu les amnisties, c'est des signaux qui avaient été donnés. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit, sur quoi est-ce qu'ils se sont entendus? Voilà. La surprise, c'est parce que il est candidat, il orne, comme on appelle ça, il orne le fauteuil présidentiel. Donc les uns et les autres se sont dit que s'il y a eu de l'amnistie et tout ça, c'est pour participer à une réconciliation nationale, pour aller sereinement aux élections, mais pas pour que monsieur soit Premier ministre. C'est là où il y a l'étonnement, quoi. Voilà, ils se sont dit que c'est sûr que c'est pour arrondir les angles, parce que rester dans ce bras de fer éternel, alors que le pays est en transition avec beaucoup de morts aussi, et puis des gens en prison, tout, privation de liberté, et des militants d'un parti qui sont suffisamment ostracisés, ça ne fait pas responsable. Alors, donc, c'est sûr que c'est pour aller sereinement aux élections avec tout le monde. Mais paf, monsieur est nommé Premier ministre. Et c'est là où il y a l'étonnement. Sinon, pour le reste, bon,
de l'homme politique. Après, la politique étant l'art de la gestion de la cité. Si à un moment donné, vous pouvez faire une contribution pour une meilleure gestion de la cité, je ne pense pas que ce soit responsable aussi de se dérober, de mon point de vue. Maintenant, s'il y a un calcul politico-politicien derrière, ça c'est un autre niveau de responsabilité et d'engagement, on peut en parler aussi. Alors, juge Favara, d'aucuns estiment déjà qu'à travers cette désignation, les chances de succès Masra d'aller vers la présidence sont en train de s'amenuiser. Bon, vous savez, en politique et puis sur les questions de vote, il faut faire très attention et puis il faut être très prudent parce que entre aujourd'hui l'incompréhension des uns et des autres et le moment du choix, donc après une campagne et autres, beaucoup d'eau pourrait couler sous le pont. Quand on recevait Succès Masra ici, qui pourrait penser qu'il pourrait avoir un rapprochement avec Déby Fils? Pas grand monde. Maintenant, je pense aussi que c'est enfin politique aussi qu'il est en train de faire les choix, de faire les choses. Mais je pense qu'il n'a jamais aussi caché sa volonté, s'il y avait un appel à participer, en tout cas dans un certain esprit, à apporter sa pierre à l'édification de son pays. Il le disait ici, il dit pour lui, le plus important c'est la question du dialogue, d'un dialogue sincère, c'est ce qu'il disait, et que de la dynamique, il y ait une vraie inclusion, se mettant aussi là-dedans forcément. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était forcément dans cette dynamique depuis. Maintenant, l'exil aussi, ça ne va pas à tout le monde, et l'exil n'est pas facile. Et on se rappelle que c'est quand même Tshisekedi qui a permis la signature de l'accord, qui lui a permis de rentrer, lui et certains autres hommes politiques, et c'était le ministre de la réconciliation du Tchad, je pense, qui était venu, qui a paraphé ça avec Succès Masra. Donc depuis lors, il fallait savoir que dedans, il y avait, dans un accord, il y a des arrangements. Donc, il y avait des arrangements. La preuve, quand il est rentré depuis, je pense que c'était le 3 novembre, vous avez vu, il a même appelé à aller voter pour le oui. Bon, ça supplie beaucoup. Et même dans les rangs de l'opposition, beaucoup avaient déjà commencé à se démarquer de Succès Masra au regard de ses postures nouvelles. Mais, vous savez, les choix se font en bonne intelligence. Hein. Et puis, en matière de politique, comme la vocation c'est le pouvoir et de l'exercer, dans ce jeu-là, entre griffes, chacun pose ses pions. Et c'est ce que Succès Masra a fait. On ne va pas lui enlever le fait qu'il a eu le courage de s'opposer à des bipères. Alors, à un moment donné, certains ne l'avaient pas, où il a pris des risques. Et même avec Déby Fils, sur notre plateau aussi, il a dit c'est un coup d'État. Il n'y a pas 46 façons de l'appeler lorsque vous mettez la Constitution de côté. C'est des choses qu'il a eu à dire. Il a mobilisé pour le fameux Jeudi Noir. Il a parlé de ces militants qui sont tombés. Et lui, c'est de justesse qu'il a pu fuir. On a reçu ici aussi certains de ces éléments du Parti des Transformateurs qui avaient été donnés aussi pour mort, qui sont partis en exil avec lui. Donc ils ont risqué beaucoup. Maintenant, quand quelqu'un a pris autant de risques, pourquoi et que vous ne l'avez pas pris avec lui, pourquoi est-ce que vous voulez lui faire le procès de ce que vous lisez comme un ralliement? C'est des calculs. Maintenant, derrière aussi, après, il y a l'impression d'une trahison, quelquefois pour ceux aussi qui ont perdu des proches, ceux aussi qui ont été peut-être, qui ont aussi en son temps pris le même risque que lui. C'est ça aussi la réalité. Fin d'audience, mais 20 secondes de réaction pour chacun. Le chef du gouvernement burkinabé, qui l'a dit depuis Niamey, l'AES attend désormais le Tchad. Il s'adresse directement au peuple tchadien. Il les appelle à prendre leurs responsabilités. Une réaction, juge Favara. Moi, je n'ai pas de réaction, mais je trouve que appeler à des coups d'État dans d'autres pays, je ne sais pas si ce que vous voulez vous dire, c'est ça. Si non, c'est pas ça. Exactement de coup d'État. Je ne pense pas que ça soit quelque chose. Voilà. Et il dit s'adresser directement au peuple tchadien. Voilà, ça y va de l'interprétation. Parce que moi, je n'ai pas écouté. Voilà pourquoi je préfère que vous disiez peut-être clairement les choses. Je ne pense pas que ce soit ça. Donc, pour moi, le Tchad est en transition. Donc, le Tchad peut rejoindre l'AES. Maintenant, l'interprétation que les gens font, ça c'est de la tête de chacun. Moi je ne vais pas commenter ça ici. Je ne pense pas que des autorités aillent jusqu'à dire certaines choses ou quoi que ce soit. Non. Juge Bougma, commentaire par rapport à cela. Il a dit qu'il ne s'adresse pas au gouvernement tchadien, il s'adresse au peuple tchadien. Comment est-ce que c'est possible sans le gouvernement? À moins que le peuple ne change de gouvernement. Je pense que c'est aussi le langage politique, le français, c'est le clair-obscur. Quand vous dites que vous ne vous adressez pas au gouvernement,
vous vous adressez au peuple tchadien et que c'est au peuple tchadien de prendre ses responsabilités, parce qu'on a attendu le Niger pendant longtemps, mais le Niger est enfin arrivé. Puisqu'il avait même dit qu'au Niger c'est Bazoum qui s'opposait, mais Dieu merci, Bazoum est parti. Autrement dit, il avait applaudi le coup d'État. Donc, vous pouvez être Premier ministre issu d'un coup d'État et puis maudire un coup d'État. Je ne crois pas. Bon, c'est pour être logique, quoi. Il peut être cohérent. Donc, il dit qu'il s'est adressé au ministre tchadien des Affaires étrangères de passage à Ouagadougou pendant le FESPACO. Le ministre a dit, et les gens se disent pourquoi il dit au ministre, parce que il dit c'est au ministre parce que le gouvernement français est inféodé, le gouvernement tchadien est inféodé à la France, et lui il a dit non, lui il ne s'adresse pas au gouvernement du Tchad, au-delà du ministre. C'est le peuple du Tchad. Donc c'est le peuple tchadien, c'est au peuple tchadien, pardon, de prendre ses responsabilités. Alors, comment est-ce qu'un peuple prend ses responsabilités sans son gouvernement? Comment est-ce que c'est possible? C'est la question que je me pose. Il dit à moins que le peuple ne vire le gouvernement pour le faire, auquel cas vous appelez également à un coup d'État, à un renversement. Donc, je pense que le dire que vous ne les adressez pas au gouvernement forcément, mais vous adressez à la population qui doit prendre ses responsabilités, il faut aller jusqu'au bout de votre logique pour nous dire comment est-ce que la population prend ses responsabilités. Non, peut-être en manifestant son désir de venir. Sa pression pour que le gouvernement puisse bouger. Puisse venir de la US, ça fait ça aussi. C'est qui est aussi possible. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être plus dans le... Et c'est sur ce commentaire du juge Bernard Bougma que nous mettons un point final à cette dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci juge Bernard Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Favara pour les clés de lecture. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.